Uzbek Erika présente Salut le Turfu, le podcast qui explore le futur. À tous dans Salut le Turfu, l'émission qui explore le futur avec sérieux, mais pas que. Pour les nouveaux arrivants auditeurs, je vous rappelle le principe. Parfois, la rédaction d'Uzbek Erika vous parle d'actu et parfois de culture. Alors bien sûr, ligne d'Uzbek Erika oblige, même quand mes camarades et moi-même parlons culture, on continue à explorer le futur. Nous ne parlerons donc que de création artistique ou objets culturels qui évoquent ou interrogent le futur. Allez, amis du turfu et de la culture à table. Au menu cette semaine, nous allons en vrac explorer les étoiles en réalité virtuelle, évoquer un art vivant fait d'algues, de champignons et autres bactéries, exposé, excusez du peu, au Centre Pompidou à Paris. Et enfin, découvrir une famille de super-héros assez déjantés, made in Netflix. Alors pour en parler avec moi autour de cette table, le super-héroïque Vincent Louquez. Salut quelle introduction. Vincent. Salut Ila. C'est quoi ton super pouvoir ? Mon super pouvoir, j'hésite entre le ventre qui fait jaillir des membres de pieuvre ou bien parler avec les morts. Mais on va en parler. J'ai plein d'anecdotes là-dessus. Tu nous en parleras. Ouais. Et la camarade, alors aussi tout autant aux multiples pouvoirs, puisqu'en plus de nous raconter des histoires, elle est aussi aux manettes de cette émission, l'admirable et super héroïque Romane Muni. Hello Lila. Salut Romane, qui va faire rimer cette fois-ci culture et nature, on le verra. Alors j'ai l'impression que tu as plutôt la main verte cette semaine. Allez, c'est parti, plouf plouf. Allez, honneur aux super-héros. On Vincent. commence tout de suite par les super-héros et par une série qu'on a regardée sur Netflix, une série développée par Steve Blackman qui s'appelle Umbrella Academy. Quand j'ai sauté et que je me suis retrouvé coincé dans le futur, tu sais ce que j'ai trouvé ? Rien du tout. C'est prévu pour quand exactement ? Dans 8 jours. Ah, fais chier. Lève-toi, on y va. Où ça ? Sauver le monde. Oh, ce truc-là. Voilà, donc là on a eu un extrait de la bande-annonce, un extrait en VF, donc forcément c'est horrible. En vrai c'est beaucoup plus intéressant que ce qu'on laisse présupposer le doublage français. J'ai toujours horreur de doublage en français, mais on les met, c'est plus simple pour vous pour comprendre. Le pitch en 2 mots, nous sommes en octobre 1989 et aux 4 coins du monde, 43 femmes qui n'étaient même pas enceintes le matin même accouchent d'un enfant tout au même moment. Un milliardaire excentrique qui s'appelle Sir Reginald Hargreaves décide de retrouver et adopte 7 de ces mystérieux enfants qui se révèlent être dotés de super pouvoirs. Il les élève à la dure, c'est le moins qu'on puisse dire, dans l'idée d'en faire des super-héros. Ils forment donc la Umbrella Academy qui pourchasse le crime et protège la veuve et l'orphelin. Alors ça pourrait être une banale histoire de super-héros à la X-Men, mais en fait non, car tous les personnages de la Umbrella Academy, promis à un glorieux destin, se sont avec le temps transformés en énormes losers. La famille recomposée a explosé et les adolescents prodiges sont devenus des trentenaires plutôt blasés. Alors la série commence au moment de leur retrouvaille, passé 30 ans, donc à la mort de leur tortionnaire de père adoptif, Sir Reginald Hargreaves. Et le ton de la série est plutôt cynique, parfois drôle aussi, parfois même assez dur. Les acteurs sont assez convaincants et le tout donne une série plus que rafraîchissante, disons. En fait, quand on parle de comics, quand on parle de séries de super-héros, on a souvent en tête les univers de Marvel, les univers de DC Comics, les 2 principaux éditeurs de comics américains. Là, Umbrella Academy, ça vient d'une histoire qui est aussi un comics imprimé à la base, qui est celui de l'éditeur Dark Horse Comics, une maison à qui on doit notamment aussi Hellboy ou The Mask, qui a été adapté après, aussi américaine, oui, mais beaucoup moins connue que ses grandes sœurs. Ce comics, à la base, il a été créé par Gérard Way et Gabriel Bá. Et l'adaptation en série est complètement barré. En fait, c'était assez surprenant de découvrir cette série. C'est assez inattendu. On est plongé dans un univers assez riche, assez bariolé, qui mélange complètement les styles et les ambiances.
Voilà, on est parfois dans une espèce d'ambiance de conte féerique, parfois un thriller, parfois plus un film fantastique. On a du voyage temporel, on a un singe qui parle, on a un robot humanoïde, un junkie qui parle aux morts, un astronaute mutant et des méchants avec des têtes de singe complètement, des têtes de cochon, pardon, complètement baroque, un peu à la Tarantino. Donc tout ça est totalement barge. C'est prenant, c'est surprenant même, et ça fonctionne bien. Évidemment, si on ne se prend pas trop au sérieux, si on accepte le second degré qui court tout au long de la série. Pourquoi c'est turfu ? Alors voilà, j'allais y venir, parce qu'on en parle, il y a un élément d'intrigue, évidemment, je vous spoil à peine le début du premier épisode, mais qui donne cette espèce de touche turfu à la série, puisqu'un des 7 enfants prodiges a comme super pouvoir de voyager à sa guise dans l'espace-temps. Et il se trouve qu'un peu par inadvertance, un peu contre son gré, il se retrouve prisonnier dans le futur, un futur totalement apocalyptique, où il découvre qu'il n'y a plus grand monde de vivants, même plus personne de vivant a priori, et il arrive à revenir dans le passé pour prévenir ses frères et sœurs de ce qui se passe. Et il arrive en leur disant, écoutez les gars, dans 8 jours, ce sera la fin du monde. J'ai aucune idée de pourquoi, et j'ai aucune idée de comment l'arrêter. Donc on est dans cette dynamique-là, avec cette idée, une course contre la montre qui n'intéresse qu'à moitié finalement ces ex-super-héros qui sont plus occupés à s'entre-déchirer et à régler leurs problèmes perso plutôt qu'à empêcher l'apocalypse. On pourrait y voir une métaphore de ce que font à peu près tous nos gouvernements par rapport à l'urgence climatique d'aujourd'hui. Donc ça nous donne une série... pour toutes ces raisons que je conseille vivement à nos auditeurs pour explorer le futur et essayer d'apporter une touche de fraîcheur dans l'univers des comics d'aujourd'hui. Ouais, ça m'a donné envie. Roman, je crois que tu l'as vu. Oui, je l'ai regardé en entier aussi. T'en as pensé quoi ? J'ai beaucoup aimé aussi. Comme Vincent, c'est un peu une série de super-héros qui change de l'ordinaire. C'est un mélange un peu entre Heroes, où chaque enfant, chaque adulte ensuite a des pouvoirs un peu spécifiques. Là, le fait que ce soit une famille, c'est aussi intéressant. Ça permet de voir les liens familiaux, etc. Notamment les liens avec la mère. Ouais. Cette mère qui est... Alors on spoil un petit peu, ouais. On spoil quelques trucs, des éléments de l'intrigue, mais bon, c'est pas le plus important. C'est pas trop important. Encore la maman, on voit tout de suite qu'elle est un peu bizarre dans les premiers épisodes. Elle n'a pas l'air. Ils sont tous bizarres de toute façon, mais ouais. Ouais, mais elle est quand même pas très naturelle. Ouais. Mais en fait, oui, c'est un robot humanoïde qui est doté d'intelligence, qui est aussi qui est doté de beaucoup d'émotions, qui tisse un lien très fort avec ses enfants, avec un en particulier en fait, et c'est hyper intéressant de voir cette relation évoluer tout le long de la série. On a aussi, donc tu parlais d'un chimpanzé, donc Pogo, qui est une sorte d'intendant, un peu comme le majordome de Batman. C'est ça. Voilà. Ouais. Il est dans cette famille-là, c'est un chimpanzé amélioré, donc moi il me fait beaucoup penser à César dans La planète des singes, sauf qu'il est encore plus brillant, encore plus humain et habillé c'est un en peu le moins homme, barge de la famille finalement. Oui, il est très posé, il a toujours les réponses aux questions, c'est un personnage aussi très intéressant. Et moi, sur le côté futur, j'ai beaucoup aimé, comme toi, le côté est-ce que cette fin du monde, on veut vraiment l'éviter ? Est-ce qu'elle est évitable ? Est-ce qu'elle est inscrite dans notre destin ? Et que ces enfants, ils sont pas là en train de se battre contre une cause perdue, en fait. Ouais, c'est un peu comme dans toutes les séries sur les boucles temporelles et sur les voyages dans le temps, on se demande toujours s'il y a une prédestination, si on peut changer ce futur qui est déjà écrit. C'est assez intéressant, effectivement. Je regrette juste un petit peu la prévisibilité de la série. On dit, tiens, tel personnage, il va se passer quelque chose. Et forcément, ça arrive, donc c'est un peu naïf, on va dire. Comme schéma narratif classique. Oui, c'est pas très fouillé, quoi. T'as quel genre de comment ne pas spoiler ? Ouais, faut faire attention à pas trop spoiler. T'as un peu les trucs classiques de les failles internes classiques, quoi. La mère célibataire qui a plus son enfant, le rejeté de la famille qu'elle a, le passé familial compliqué. Oui, voilà. Et c'est vrai, je suis d'accord avec toi, Roman, c'est sur assez prévisible. Aussi. Ouais, sur le méchant. Le méchant aussi. est prévisible. C'est assez prévisible sur le fil narratif et sur les stéréotypes de genre de films de super-héros. C'est clairement pas là-dedans que se trouve l'intérêt, quoi. Je trouve que c'est plus dans la façon de raconter et dans l'univers qui est vraiment assez plaisant dans son côté totalement barge, quoi. Ces personnages aussi close et exceptionnel. Et ça se binge où ? Sur Netflix. Sur Netflix. Ouais. Et de ce que j'ai lu sur un site qui s'appelle Screen Rant, on aurait une saison 2 déjà dans les tuyaux, donc Netflix n'a pas officialisé ça, mais le site Screen Rant a trouvé que l'agence de production avait commencé à faire du repérage de lieux à Toronto, là où il y a eu le tournage de la première saison. Donc
on a déjà une idée pour la saison 2. Bah, la fin de la saison 1 s'y Ouais. prête bien, de toute façon. Ça, c'est sûr. Donc après, ouais. Cliffhanger de ouf. Oui, c'est pareil, après, c'est assez classique, mais Oui. Mais ça, Ouais. on sait qu'il va y avoir une suite, quoi. Enfin, ça paraît... Ou alors, ils sont vraiment tortionnaires de nous laisser sur cette fin-là. Ouais. Mais en tout cas, on est plutôt d'accord, finalement. C'est plutôt plaisant à regarder, quoi. C'était un bon Ouais. moment. À recommander. Oui. Alors toi, Romane, tu vas nous parler d'une exposition. Tu as vu une expo qui démontre, une fois de plus, on peut le dire, les super pouvoirs de la nature. Ah ouais, c'est une exposition qui n'est pas comme les autres. C'est donc une exposition qui est au musée Pompidou à Paris, qu'on appelle la Fabrique du vivant, mutation et création. En fait, c'est une exposition qui interroge tout le long sur la transformation du vivant à l'heure des biotechnologies. Donc, soit pour faire de l'art, soit pour faire du design, soit pour faire de l'architecture. Dès qu'on entre dans la première salle, la première chose qui nous saisit déjà, c'est l'odeur. Parce qu'en fait, c'est un art qui, vu qu'il est naturel, est très odorant. En fait, la première arche sur laquelle vous allez tomber dès l'entrée, c'est une arche qui est faite à partir de mycélium de champignons. On a aussi des algues qui vont pousser dans des façades imprimées, des champignons qui vont pousser sur des chaises imprimées en 3D. Et l'exposition, elle mêle aussi la recherche de matières nouvelles, de biodégradables, à la réflexion sur l'art. Les artistes, en fait, sont plus maîtres de leur art, puisque ils vont mettre en scène la nature, et la nature va prendre possession de l'œuvre d'art. Il y en a une en particulier qui montre bien ce phénomène-là. C'est une œuvre où on a 3 grandes pyramides qui sont composées de cubes de gélose dextrosée à la pomme de terre. Oula. Ça donne pas tellement faim, bizarrement. Non, alors dextrose, c'est du glucose, donc c'est des petits cubes un peu gélatineux qui sont entreposés les uns sur les autres. Et en fait, ces pyramides, elles sont posées dans des boîtes en plexiglas et elles entament lentement leur pourriture. Donc on voit sur la première un petit peu de pourriture, sur la deuxième, elle commence à être toute blanche, toute visqueuse, en fait elle commence à se dégrader naturellement. Et la troisième, un peu moins, en fait, donc l'œuvre... Finalement, elle échappe à l'artiste, elle ressemble plus du tout à ce que l'artiste a fait au début. Cette artiste, elle s'appelle Gabrielle Munguia et c'est une œuvre qui s'appelle Habitaculos Organicos. On a aussi d'autres projets qui sont plus issus de la recherche, donc la recherche scientifique ou médicale. On a des projets du MIT, des projets de l'Institut Pasteur. Microsoft Research aussi. Des dispositifs aussi olfactifs qui sont très immersifs, dans lesquels on redécouvre les odeurs de plantes qui auraient disparu durant le 19e siècle à cause de l'activité humaine. Ça, c'est dingue. On sait comment ils ont fait. Ils ont récupéré, en fait, c'est de l'ingénierie génétique, grâce à laquelle ils ont réussi à reconstruire et à faire ressusciter ces plantes. Donc c'est assez intéressant. Il y a aussi... on a plus l'habitude de voir ça, c'est des projets architecturaux, notamment un qui s'appelle AlgoScreen et qui propose des panneaux en verre pour recouvrir toute la façade des bâtiments et dans lesquels on pourrait cultiver des microalgues. En fait, ces microalgues, elles vont se développer grâce à la photosynthèse, elles vont se nourrir en CO2. La chaleur qu'elles vont capter, en tout cas que la biofaçade va pouvoir capter, va pouvoir être transformée en chaleur. Cette chaleur va pouvoir aussi chauffer l'eau dans le bâtiment. Donc en fait, l'objectif, c'est de rendre des bâtiments vivants, mais aussi productifs. Alors, quand on a visité l'exposition, du coup, avec Lila, on a eu le droit à quelques petites réactions dans le public, notamment face à ces panneaux. Ah ouais, ça, EDF, ils voudraient jamais, quoi. Donc c'est assez rigolo. On a aussi une autre dame qui est un petit peu circonspecte. Non, mais attends, ça, c'est trop futuriste, c'est trop bizarre. Alors, il y a beaucoup de réactions. Ça peut être à la fois futuriste, mais ça peut être aussi flippant, ça peut être sublime. Je saurais pas dire. Vraiment, c'est une exposition assez étonnante. Elle a été réalisée par le service design et prospective industrielle du Centre Pompidou, avec donc en partenariat l'IRCAM, et elle est ouverte donc du 20 février jusqu'au 15 avril 2019. Donc il reste un bon mois et demi pour vous faire votre avis sur cette exposition. Tu l'as vu aussi, Lila, c'est ça? Parce que moi, j'ai pas trop d'avis autres que ce que je viens d'entendre, mais j'ai pas encore pareil, moi, ce qui m'a frappé directement, c'est l'odeur. Je me suis dit, tiens, un art vivant, je vais la faire ma vanne. Tu le sais très bien, Romane. Tiens, un art vivant, mais qui pue, littéralement. Ce qui m'a frappé aussi, c'est à quel point cette forme d'art qui est futuriste en soi, en fait, reprend les codes. Ça ressemble à des arts premiers, à des arts primitifs. Ouais, c'est des formes simples, basiques, des matériaux basiques. Oui, non, mais c'est ça.
Et après, en revanche, je me suis posé la question, notamment dans la dernière partie qui expose pas mal de projets de recherche, c'est quoi la frontière entre art et science et projets scientifiques? C'est assez pour étonnant, moi, surtout sur les projets d'augmentation du corps, sur ce genre de projet biotechnologique, c'est assez étrange. Notamment des espèces de tatouages. Tatouages qui sont mis moitié des implants, où tu vas pouvoir en touchant ta peau et ce tatouage faire réagir, provoquer des choses sur ton écran ou sur ton smartphone. Ouais. Là tu dis quelle est la part d'intention artistique et de recherche scientifique. On Moi, dirait qu'il y a vraiment beaucoup de choses intéressant. très différentes quoi, dans cette expo finalement. Je pense que pour les enfants c'est très excitant. Mm. Pour les adultes, c'est le petit côté curieux. Ce que j'ai trouvé intéressant aussi, c'est toute la partie dont tu as parlé, notamment le projet AlgoScreen. Oui, c'est ça. AlgoScreen, où ça consiste en des panneaux. Il me semble que c'est un projet des architectes du cabinet XTU. Là, pareil, quelle est la frontière entre art et architecture? C'est des architectes avec lesquels j'avais discuté. Il me semble qu'ils travaillaient aussi sur un projet assez similaire où, en fait, à partir de ces panneaux où tu as des microalgues qui évoluent, en fait, tu as la possibilité d'en retirer de la spiruline. Donc, encore une fois, tu as cette démarche de bâtiment productif. Vous êtes assez unanime, du coup, j'ai l'impression. Intéressant. Ouais. C'est intéressant, il faut se faire son avis, je pense. C'est intéressant, D'accord. intriguant. Art vivant, t'as aussi, par exemple, je me souviens d'un énorme champignon qui est entouré de verre, et où en fait, tu te rends compte que c'est une œuvre vivante, puisque tu vois la buée. D'accord, ouais. Donc c'est plutôt C'est rigolo. intriguant, en tout cas. C'est plutôt rigolo. C'est marrant parce que moi, ça me donne plutôt envie d'y aller, du coup, aussi. Quand tu dis que c'est de l'art vivant qui pue, ce côté olfactif, en fait, je trouve ça assez attirant aussi, parce que c'est des sens qu'on met moins en avant et qui sont moins stimulés aussi dans notre environnement urbain moderne. Et ça me fait penser à une autre chose que j'avais lue sur des archéologues qui travaillent sur la reconstitution des odeurs et des sons aussi. Il y a beaucoup de sons qu'on a perdus, beaucoup d'environnements sonores, dû à la présence notamment des oiseaux dans les villes médiévales qui sont beaucoup moins fréquentées aujourd'hui. Et donc, il y a toute cette histoire de reconstituer un environnement olfactif ou sonore qu'on a perdu aujourd'hui. C'est assez intriguant, ouais. C'est beaucoup plus facile de comprendre le passé quand on a plusieurs sens qui sont exacerbés. Moi, je sais que j'ai visité aussi en Grèce des musées dans lesquels ils reconstituaient les parfums que portaient les femmes citoyennes ou autres à Athènes, à Sparte. Et en fait, ça rend la visite beaucoup plus réelle. On est vraiment plongé dans la maison de tel maître qui avait l'habitude de prendre des feuilles de laurier, à les faire brûler. Et on sent aussi ce que sentait la Pythie dans son temple. Enfin, c'est vraiment... c'est des sens qui sont vraiment très riches et qui permettent de plonger les gens dans l'histoire et pourquoi pas rendre encore plus immersifs les expositions. Vive l'édition génique alors, si on arrive à reconstituer les odeurs grâce à tout ça. Donc le chant de la nature des bactéries, on vous recommande La fabrique du vivant. C'est ça, l'exposition Mutation et création jusqu'au 20 février, jusqu'au 15 avril. Jusqu'au 15 avril 2019. À Pompidou. Alors on va rester dans la nature, dans les merveilles de la nature avec la prochaine œuvre, Sphère VR. We are stargazers, peering into the universe in search of the unknown. The universe is full of invisible waves. Few can be seen with our eyes. The rest must be found with our machines. Now, bring your hands together to feel the energy of these waves. Intriguant. Ouais, on est Et déjà un peu surtout perché là. reposant, très perché. Alors le mois dernier, j'ai eu la chance de faire littéralement chanter les étoiles et je crois savoir que vous deux, vous aussi, pas plus tard que ce matin. Tout à fait. Vous m'en direz des nouvelles. Sur ta recommandation. Alors, il s'agit, oui,
parce que j'ai adoré. Alors, il s'agit de Sphere VR, qui a été réalisé par l'américaine Eliza McNeith. Donc, Sphere VR, en fait, c'est une série de petits films réalisés en réalité virtuelle. Donc, 3 films au casting, on va le dire tout de suite, 5 étoiles. Alors, à la voix, on entend en vrac Jane Birkin, Jessica Chastain, Millie Bobby Brown, Patti Smith, Léa Seydoux, Adèle Exarchopoulos. À la prod, on a le réalisateur, il me semble, de Requiem for a Dream ou de Fontaine, Darren Aronofsky. Cette série VR, elle a déjà eu aussi tous les honneurs. Alors, à la Mostra de Venise, la réalisatrice a reçu le 2e, il me semble, ou le 1er Grand Prix de réalité virtuelle. La Mostra a fondé une section dédiée à la réalité virtuelle. Elle a également reçu un Emmy Awards pour la bande originale. Et autre record et autre honneur, Sphere VR a également, je crois, été vendue, on parle d'une somme à 7 chiffres au festival de Sundance. C'est pas mal. Bon palmarès. Pas mal, pas mal. Alors, concrètement, qu'est-ce qu'on y voit ? Qu'est-ce qu'on expérimente ? Alors, vous me direz aussi si c'était pareil pour vous, mais la série donne à ressentir et à explorer aux spectateurs littéralement l'univers. Alors, dans le premier épisode, on a le spectateur-acteur qui est invité à découvrir le cosmos et les sons qui l'habitent. Elisa McNeith m'expliquait que l'objectif pour elle, c'était que le système solaire, démontrer que le système solaire devient un instrument et qu'on est invité à en écouter la musique. Dans le 2e épisode, on explore cette fois-ci les mystères des trous noirs. Et le 3e et dernier est plutôt focalisé sur le Big Bang. Le Big Bang. Et comment d'un Big Bang silencieux, l'univers, en fait, c'est peuplé de chants. Alors moi, j'en ai Jusqu'à pensé, la Terre. Ouais. Jusqu'à la Terre. Alors pour moi, l'expérience, c'est plutôt troublant. On se retrouve tour à tour, perché dans l'espace et dans son vide. On est perdu dans les étoiles, on les fait chanter, on est plongé dans un trou noir ou dans l'atmosphère d'une planète. C'est une expérience très sensuelle. On le ressent aussi grâce aux manettes. Et en plus, et là tu me contrediras ou pas, Vincent, moi j'ai plutôt l'impression que l'ensemble est plutôt rigoureux scientifiquement. Vous en avez pensé quoi, camarades ? Je te laisse l'honneur, Vincent. Camarade moi-même, je trouve ça, d'abord c'est effectivement un rêve de gosse. Moi, je trouve ça génial de pouvoir, quand tout astronome amateur rêve de pouvoir comme ça voler entre les planètes, entre les étoiles, c'est assez fabuleux. Après, c'est assez pédago, c'est assez bien fait sur le côté pédagogique d'expliquer comment naissent les trous noirs de façon très très concise, mais comment naît l'univers, comment naissent les trous noirs. Et la modélisation notamment du trou noir, qui est vraiment très belle, elle fait penser à celle d'Interstellar, le film Interstellar de Christopher Nolan, qui avait été lui-même extrêmement bien reçu de la part de la communauté scientifique, parce que c'est Kip Thorne, un grand physicien, qui avait modélisé pour le film les trous noirs d'Interstellar, et là on retrouvait la même esthétique de trou noir. Alors je suis pas du tout un spécialiste, mais du coup ça fait plutôt penser à quelque chose d'assez réaliste dans la façon d'aborder le sujet. Apparemment, elle se sera entourée de scientifiques de la Columbia et également de la NASA. Je crois que son père et aussi un travaille éminent, à la NASA, exactement. Ouais, donc effectivement, de ce point de vue-là, c'est assez réaliste a priori. Moi, ce que j'ai trouvé moins réaliste et un peu dommage, c'est en fait la notion de distance. Parce que je trouve que c'est un des éléments qui me fascine quand on parle d'univers, c'est l'univers, c'est quasiment intégralement du vide et des espaces immenses et vertigineux. Là, en fait, alors c'est sans doute compliqué de faire autrement, mais le petit film en VR, fait perdurer l'idée d'un système solaire comme on le voit dans les manuels scolaires, avec des planètes alignées, collées les unes aux autres.
Et j'aurais trouvé ça hyper intéressant de profiter de ce voyage et de cette façon qu'on a de la première personne d'aller d'une planète à l'autre pour montrer les distances réelles que c'est, qui sont incroyables. Rien qu'entre la Terre et la Lune, j'avais vu ça au Palais de la Découverte, une exposition sur Mars il y a quelques années où on voyait on mettait un temps fou pour aller de la Terre rien qu'à la Lune et après on nous disait bon bah voilà, les autres distances c'est encore 15 fois, 20 fois, 1000 fois plus éloigné. Là, de ce point de vue-là, c'est pas réaliste, mais on peut pas tout avoir, j'imagine. On a déjà toutes les planètes. Ouais, et là, tu peux les faire pendant une séquence. T'es invité à les faire réagir, réagir toutes les planètes, à les manipuler. À les faire sortir de leur orbite. Exactement. Ouais. On peut voir le champ magnétique de chaque planète, du coup, qui est imagé. Ça, c'est une question qui est assez intéressante aussi sur le... Qu'est-ce qu'ils entendent aussi parler, tu disais, Vincent, de son, en fait. Parce que là, on entend les sons des planètes. Ouais. C'est pas très expliqué non plus quels sons exactement on entend. Ça fait référence donc aux ondes électromagnétiques qui sont converties en son classique. Mais c'est pour ce que l'autrice appelle la mélodie de l'univers, c'est cette énorme gamme d'ondes électromagnétiques qui parcourent l'univers, qui vont donc des rayons gamma aux ondes lumineuses du spectre visible, aux ondes radio, etc. Et donc chaque planète a son spectre d'ondes émises et son champ magnétique. Son champ particulier. Alors son champ CHAMPS magnétique et NT CH aussi. Voilà, vous m'avez compris. Donc les deux sont convertis comme ça justement. Ouais. Moi j'ai adoré le passage sur la création des trous noirs, notamment parce qu'on se rend compte de la grandeur des trous noirs, de leur force aussi quand on voit passer des énormes planètes et qu'on peut les aspirer. Alors ça c'était un côté un peu cool de pouvoir choisir la planète et de la faire aspirer dans le trou noir. Tu peux en sortir aussi. Voilà, et c'est ça. Moi la mention cruel, spéciale. Tu fais des planètes je comme suis ça. jamais cruelle. Ouais. Ma mention spéciale, c'est vraiment, comme tu disais, le moment où on doit sortir du trou noir. Moi, j'ai eu l'impression de faire comme Thor, le super-héros Thor dans le film, avec son marteau, on appuie et hop, on se retrouve j'ai l'impression d'être Superman. Quoi. Voilà. Et sinon, j'ai quand même, outre le fait d'être une super-héros pendant 45 minutes, j'ai beaucoup aimé Alors tu parlais de distance, moi j'ai déjà trouvé que cette distance-là était effrayante. Je me suis sentie toute petite et on se rend vraiment compte en fait en regardant les 45 minutes que la Terre est un élément microscopique de l'univers, on est vraiment mais rien du tout. Et aussi quand on flotte à un moment donné dans les milliards de galaxies qui sont autour de nous, en fait on se rend compte qu'on connaît rien de l'univers, on n'en connaît strictement rien et surtout l'espace c'est surtout un grand vide. Ouais. On est perdu dans le vide et en fait notre galaxie est juste un point rikiki au bout de l'écran et ça franchement je trouve que ça fait beaucoup réfléchir. Je t'invite Romane à écouter le podcast 300 milliards d'étoiles de Vincent. Un podcast auquel Romane participe donc elle a déjà tout en tête. Je l'écoute beaucoup. C'est une vanne. Évidemment. Pour compléter un peu ce que dit Romane sur cette vision de la Terre de l'extérieur, moi ça m'a aussi fait penser à un autre podcast. On a invité chez Ouzbek Erika récemment Jean-Pierre Gou, l'auteur du livre Le siècle bleu qui a beaucoup marqué la rédaction d'Ouzbek Erika. Donc ça c'est dans notre format rencontre du troisième type. Exactement, voilà, un autre format de podcast dans lequel on invite cet auteur qui dans son thriller écologique imagine que l'humanité prend conscience d'un coup de sa singularité, de son unité et de l'importance de maintenir l'écosystème parce qu'elle voit la Terre de l'extérieur. Et ce côté, ce que les astronautes appellent l'overview effect. L'overview effect, c'est cette espèce d'impression d'être submergé par la prise de conscience de la fragilité de la Terre et de sa très fine atmosphère qui contient toute la vie qu'on connaît. Tous les astronautes la ressentent quand ils sortent. Thomas Pesquet, je crois, s'exprimait là-dessus à ce propos. Tous reviennent subjugués, changés, c'est presque métaphysique, en ayant vu la Terre de l'extérieur comme ça depuis la Station Spatiale Internationale. Et finalement, la VR nous donne l'occasion de tous partir, voir cet overview effect. Donc d'avoir un nouvel overview effect aussi, parce qu'on commence à être lassé en fait, des photos de l'univers, on s'habitue à voir des planètes lointaines, mais en fait là... Ça perd un petit peu sa force de symbole, quoi. L'image... plate, on la voit souvent. Donc si Jean-Pierre Gou nous écoute, ça peut nous donner des idées parce qu'il a développé un très beau projet Blue Turn pour montrer la Terre qui tourne. Et là, en VR, ça ajoute encore une dimension émotionnelle au truc. Et alors à la fin, on voit aussi une espèce de dimension prospective où on voit l'avenir potentiel de la Terre qui C'était plus ça. Hein. Ça m'a plu. Donc ça rejoint la thématique apocalyptique de Umbrella Academy, pas Apocalypse. Donc forcément, ça boucle. Mais on voit l'évolution de la Terre. D'abord, dans un premier temps, à courte échéance, donc avec une montée des eaux énorme, on voit les continents se déformer. Et à longue échéance, avec la disparition de l'atmosphère de l'eau et la Terre qui se transforme en planète morte, finalement, en genre de caillou.
Et là, c'est pareil. Enfin, moi, personnellement, j'ai ressenti, j'étais immergé dans mon petit épisode de VR depuis 15 minutes. Et voir la Terre comme ça, d'un coup, se mourir, ça fait quelque chose. Ouais. Ça émeut, quoi. Mm. Donc, Surtout que à la fin, on dit simplement que l'univers va pas s'arrêter le jour où Ouais. la Terre, elle, s'arrêtera. Ouais. Les sons seront toujours les mêmes, les planètes vont continuer à se détruire, à se créer. Mais alors, ce qui est très beau et ce qui rejoint un peu ce que nous disait Roman, je sais pas si tu te souviens, Trinks One to One dans Oui. l'autre podcast, c'est qu'il nous disait voilà, effectivement, l'univers va pas s'arrêter de tourner quand la Terre s'arrêtera de tourner, Ouais. elle. Mais finalement, ce qui donne le sens à l'univers, c'est les gens qui peuvent le comprendre Et qui peuvent l'écouter. et qui peuvent l'écouter. Et donc, comme tu disais, Lila, il y a toute une dimension sonore, de chant, etc. Et donc, la conclusion du message, c'est-à-dire là, il y a des sons merveilleux dans l'univers et des sons merveilleux sur Terre, mais la Terre peut disparaître et l'univers continuera de chanter. Mais s'il n'y a plus personne pour écouter ce chant, ça perd un peu de son sens. Donc, faisons attention à notre espace, à notre scène de concert planétaire. Tout à fait. Alors pour les Parisiens, si vous souhaitez en faire l'expérience, vous pouvez le faire jusqu'au 30 mars à la Galerie Cinéma, rue Saint-Claude, dans le 3e arrondissement à Paris. La Galerie Cinéma, c'est un lieu d'exposition qui oscille entre cinéma et art contemporain. Jusqu'au 30 mars, vous pourrez également profiter d'une exposition autour de l'exploration spatiale. Merci à tous deux. Merci à vous. Merci à toi. Merveilleux Vincent Luquez et Roman Munier. Merci à vous, auditeurs, qui êtes toujours plus nombreux à écouter le podcast d'Uzbek Erika. À tantôt pour de nouvelles explorations des futurs et surtout, n'oubliez pas de vous abonner.